Je suis prêt. Namaste, Dominique. Namasté, Kiran. C'est une très grande joie de t'inviter, Dr Dominique Leronas, médecin urgentiste, pédiatre et encore quoi d'autre comme titre, comme chercheur, comme pratiquant du yoga, comme un grand voyageur et fréquentant différentes cultures, dont la culture de l'Inde qui te plaît quelque part. Et en même temps, cette médecine que tu as épousée et que tu as travaillé avec, t'a aussi ouvert différentes sortes de portes. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles d'abord un tout petit peu de toi, de 3 minutes, et puis après, on reprendra le sujet sur lequel on va discuter ce matin. Alors, juste Avec pour plaisir. ton information, nous sommes en train de préparer la journée internationale du yoga grâce à Narendra Modi de l'Inde, le Premier ministre. L'ONU a accepté sa proposition et aujourd'hui, le 21 juin, est devenu pas seulement la journée de musique pour la France et l'Europe, mais aussi la journée internationale du yoga, comme dans tous les pays du monde. Voilà, c'est avec l'ambassade de l'Inde que nous organisons cette sorte de fête du yoga. Et voilà, la première rencontre, c'est avec Dr Dominique Leronas. Merci. Merci, Kiran. Je suis très honoré et très heureux de pouvoir participer à un événement qui me paraît d'une très belle portée pour toute l'humanité et pour les pratiquants de yoga en particulier, puisque finalement, on leur donne une mission vis-à-vis du monde. Alors, ma mission personnelle dans la vie professionnelle que j'ai exercée pendant une quarantaine d'années, s'est trouvée dans le voisinage très proche de la naissance. Et j'ai donc pu avoir cette chance de voir naître des milliers de bébés et de voir naître des milliers de mamans en même temps, puisque c'est un événement qui est fondateur pour l'un comme pour l'autre. J'ai pu pratiquer ça dans la sérénité d'une maternité et d'un accouchement qui se déroule au mieux. Et puis, j'ai pu le pratiquer aussi dans des conditions beaucoup plus difficiles, qui sont celles de l'urgence, celles de la complication de grossesse, de la complication d'accouchement et d'un bébé qui a besoin d'un secours physique. Voilà. Donc, tout autour de ces naissances faciles ou difficiles, on ne peut pas rester sans se poser de questions et sans réveiller les grandes questions de l'existence. Absolument. Qu'est-ce qui est la vie? Qu'est-ce qui est la mort? Pourquoi se Absolument. naître? Et toutes ces questions-là qui vont se poser automatiquement. Automatiquement. Et puis la naissance, c'est quand même la porte ouverte, la porte qui se ferme sur un monde qui nous interpelle. Et accueillir un nouveau-né, c'est aussi lui donner une empreinte sur le parcours qu'il va suivre pendant un temps qui lui est donné. Et ça permet pour ceux qui sont là de mesurer l'importance de leur rôle et d'inviter tous ceux qui contribuent à la naissance d'un bébé à se mettre dans une attitude qui soit la meilleure possible. Voilà. Donc maintenant, je ne pratique plus, je suis, comme on dit, retraité, mais je continue de... Tu es retraité à cet âge qu'on te donne à peine 40 ans et quand tu nous dis que depuis 40 ans tu es médecin, ça nous pose des questions. Dans le sens que c'est la jeunesse qui est venue grâce au yoga, grâce à une pratique, quelque chose qui... Mais on verra ce secret de la jeunesse dans le deuxième temps. La pratique du yoga, je l'ai rencontrée par l'intermédiaire de Catherine, ma femme, qui s'est investie particulièrement dans ce domaine. Et
elle m'aide beaucoup, elle m'a beaucoup aidé, en particulier pour gérer le stress et les situations d'urgence et une vie très déséquilibrée, c'est qui précisément vient dans mon propos d'aujourd'hui, puisque j'ai choisi de parler autour de la notion d'équilibre. Très bien, très bien. On est complètement tout oui pour t'écouter parce que déjà, le sujet est passionnant et surtout ta vision sera tout intéressant pour nous tous. La question d'équilibre. Question d'équilibre, oui. Alors, je suis parti sur cette réflexion à partir de la pratique posturale du Hatha Yoga, puisqu'il y a dans le Hatha Yoga des postures d'équilibre euh, qui nous conduisent à nous interroger déjà sur cette particularité que nous avons en tant qu'espèce humaine de tenir sur deux membres, que sont nos deux jambes et nos deux pieds. Situation très originale par rapport au monde animal qui nous entoure, la plupart des animaux reposant sur leurs quatre membres, ce qui leur donne à l'évidence une stabilité bien plus grande. Pour cette raison, le petit humain va mettre toute une année pour apprendre à se tenir debout, et puis ensuite à remettre en question cet équilibre si difficilement acquis en levant une jambe après l'autre pour découvrir son mode de déplacement qui est la marche telle que nous la connaissons sur nos deux pieds. Et les petits animaux, eux, commencent à marcher bien plus tôt, fort heureusement pour eux, parce que ça les exposerait aux prédateurs s'ils étaient incapables de se déplacer. Pour tenir debout, la nature nous a dotés de trois systèmes qui vont contribuer à l'équilibre. Et donc là, j'évoque très rapidement l'équilibre en tant que fonction physiologique. Il y a à l'intérieur de l'os qui est juste derrière l'oreille et qui s'appelle le rocher, un système de petites cavités qui s'appelle l'appareil vestibulaire ou l'appareil labyrinthique et qui nous donne des informations sur notre position dans l'espace. Et cet appareil est très précieux et c'est pour ça qu'il est bien caché dans un os solide pour ne pas être mis en danger. Un deuxième moyen de maintenir l'équilibre, on le connaît bien, c'est la vision, puisqu'on sait que dans certaines postures où l'équilibre est délicat, si on ferme les yeux, on perd l'équilibre. Donc la vue nous permet de nous appuyer sur le monde qui nous entoure. Et puis, troisième élément qu'on a pendant longtemps peut-être un peu trop oublié, qui s'appelle la proprioception, c'est-à-dire la perception de son corps dans l'espace, que certains appellent le sixième sens, finalement, qui est le ressenti de nos muscles et de nos articulations, de nos ligaments, et qui nous informe à chaque instant sur notre position. Et il y a un organe. Oui. Pour être précis, premier, qui est cet os derrière l'oreille, et cela signifie que l'écoute est importante pour l'équilibre ou pas Non, parce que nécessairement? ce sont alors même si la localisation se trouve à Voilà. proximité de l'oreille, enfin, je dis non, mais peut-être oui, en fait. Mais il y a une conjonction de ces deux fonctions localement et fonctionnellement. Et la relation, on peut la faire. Elle n'est peut-être pas Oui. si simple. Si simple. Merci. Voilà. Donc voilà, trois systèmes qui s'harmonisent pour nous permettre de garder notre équilibre physique debout. Voilà. Alors, quand en yoga, on se met en équilibre, donc on cherche la difficulté, on va dire. Hein. Oui. Ça nous oblige à nous concentrer sur ces signaux sensoriels et à les mémoriser pour être capable de les utiliser ultérieurement. Et c'est un travail de concentration et de présence corporelle qui est la quête du yoga dans son ensemble, mais qui là met en jeu ces organes dont on vient de parler. Et alors, si je prends ça comme porte d'entrée, c'est parce que les débutants en yoga ont des ambitions
précisément pour atteindre des postures, si possible, les plus compliquées, et au risque de se blesser, au risque de se faire mal et au risque surtout d'être déçu parce qu'il faut des fois un apprentissage un petit peu long pour obtenir un résultat visible. Et les enseignants nous donnent cette consigne venue des textes qui disent tira sukham, c'est-à-dire on fait avec effort, mais un effort qui est mesuré. Effort doit rimer avec confort. Le yoga n'est pas fait que pour l'effort. Et c'est Ça, si c'est on... très bien, Dominique, ce que tu nous racontes. Sthira Sukham, en réalité, immobilité, Sthira veut dire vraiment immobile et Sukham veut dire dans le bien-être. Et très souvent, on oublie dans la pratique de yoga ce concept de Sukham, veut dire il faut être bien, il faut être dans l'état de bonheur et détente. Ce n'est pas une acrobatie où il y a la torture, et très souvent, synonyme de yoga, c'est une sorte d'acrobatie, torture, la souplesse. Alors, le premier point, moi je répète constamment qu'il faut que ça soit une position asana ou une position dans l'état de sukha. Merci de cette précision. C'est d'ailleurs le plaisir qu'on va éprouver dans la posture qui va permettre de persévérer. Et c'est pour ça que j'insiste à partir de ça sur cette notion d'équilibre. Mais dans un deuxième temps, je voudrais étendre cette notion d'équilibre à l'ensemble de notre vie, dans les différentes sphères de notre existence. Parce que équilibre, c'est être entre deux. Et en fait, dès que l'on entre dans le monde créé, on est entre deux, puisqu'on entre dans la dualité. Et donc, la recherche de l'équilibre, c'est être comme le fléau de la balance qui penche un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre côté. Et c'est une recherche sans fin, parce que l'équilibre, on le définit comme quelque chose de statique. Si on prend une photo de quelqu'un qui tient dans la posture de l'arbre, on dit en équilibre. Mais en fait, c'est une notion qui est très virtuelle, parce que l'équilibre n'existe pas plus que le temps présent. L'équilibre est une notion dynamique. En fait, c'est ce qu'on appelle équilibre, c'est un moment fugace du déséquilibre, exactement comme le présent est un moment fugace du passé qui devient futur, mais il n'existe pas en tant que tel. Voilà. Magnifique, Donc, magnifique. donc, rien dans le monde n'est réellement en équilibre, puisque dans notre vie, tout est mouvement. Et on sait très bien que si on prend cette belle posture de l'arbre, on sent que tout notre corps se réajuste d'instant en instant. Ça va être de plus en plus stable avec la pratique, mais ça n'est pas figé en aucun cas. Dans le développement de l'enfant, on voit que acquérir, c'est aussi perdre. Quand un enfant apprend une langue, il perd en quelque sorte la capacité de parler d'autres langues, puisque cette acquisition l'oblige à privilégier des compétences et donc à en délaisser d'autres. Et donc, acquisition et perte sont elles aussi constamment en équilibre. Et quand on cherche l'équilibre dans sa vie, c'est aussi accepter que ce qu'on obtient à un certain moment ne va pas forcément durer. Et dans la pratique du yoga ou de la méditation, nous avons tous connu ces moments merveilleux où après une session plus ou moins longue, on se trouve dans un état intérieur extrêmement satisfaisant et on voudrait ressentir cette paix intérieure de façon permanente. Et on sait par expérience qu'il faudra très peu de temps pour qu'on perde cette disposition qu'on aurait tant voulu garder. Alors, d'un côté, il y a la frustration, mais de l'autre côté, il y a aussi l'acceptation. Et ça aussi, c'est un équilibre. Pour progresser sur la voie, il faut d'abord savoir qui on est, hein, et faire face à sa propre réalité et être capable de l'accepter parce que dans la voie spirituelle, on vise finalement tout de suite, oserais-je dire, la sainteté.
Mais nous ne sommes pas des saints, et en même temps, nous ne sommes plus non plus que des animaux. Nous ne sommes ni anges ni bêtes, hein, comme dit Pascal, ou plutôt on est même les deux à la fois. Et alors, il va falloir faire l'équilibre entre la bête et l'ange, entre Dieu en nous et l'homme de chair. Et il est tentant, quand on veut accéder justement à la spiritualité, d'être dans le refus de sa constitution de chair, de sa prakriti, et nous ne pouvons pas, parce que pas plus qu'une fleur peut réfuter sa couleur. Elle est fleur, elle a une couleur donnée, et ce n'est pas contestable. Nous devons assumer, recevoir et valoriser ce que nous avons reçu. Nous sommes d'un certain sexe, d'une certaine taille, avec des yeux d'une certaine couleur, et nous ne pouvons pas remettre ceci en question. Par contre, nous savons que nous avons tous une part de féminin, une part de masculin, qui vivent en chacun de nous dans un équilibre différent, parce que le monde est ainsi fait, que nous sommes une mosaïque ou un vitrail de constitution. Et il faut accepter, valoriser chacune de ces polarités sans vouloir exprimer un trouble. Aujourd'hui, on parle beaucoup, et la médiatisation est comme toujours un peu préjudiciable, sur ces sentiments d'ambiguïté de genre que ressentent tous les adolescents à l'âge où ils entrent dans la vie adulte, où ils vont justement devoir assumer leur identité, y compris leur genre, leur sexe. Alors, c'est certainement pas heureux de médiatiser ce sentiment d'ambiguïté naturelle et d'en faire tout de suite ce qu'on appelle une dysphorie de genre, parce que non, il n'y a pas de raison. On va réussir à assumer qui on est. Pour aller dans ce sens sur un sujet que je connais bien, qui est la parentalité, les hommes aujourd'hui n'ont plus honte de s'occuper de bébés, et c'est pas pour ça qu'ils sont féminisés, c'est leur part de féminin dans leur nature d'homme, et ils ont tout à fait cette mission de s'exprimer auprès des bébés, et socialement, c'est maintenant reconnu, et c'était plutôt un obstacle culturel qui les faisait mettre en doute. Saint Paul, dans une page de ses lettres, dit « Les dons de l'esprit sont multiples », ce qui veut dire que chacun de nous reçoit une aptitude propre, et c'est sa mission d'y répondre dans le monde. L'Ayurveda, par les doshas, nous montre que notre constitution est une composition, et cette composition, nous devons l'assumer et savoir l'apprivoiser en quelque sorte. L'humanité est dans une diversité merveilleuse, hein. Je parlais tout à l'heure de mosaïque ou de vitrail. Si on fait un vitrail tout de la même couleur, c'est plus un vitrail. Et chacun doit jouer sa partition avec l'instrument qu'il a reçu, comme dans un orchestre, et ne pas chercher à être un autre instrument. Bien sûr, on peut avoir un trait dominant qui va nous sembler être un obstacle, mais le rejeter, ça n'aboutit à rien de constructif, parce que si j'ai un tempérament actif, allez, je vais parler pour moi, un tempérament actif, la méditation va me permettre de modérer ma tendance à l'activité. Mais en même temps, c'est par l'activité que je peux servir le monde. Et avec mon tempérament, je ne suis peut-être pas fait pour entrer dans un monastère, alors que d'autres y seront peut-être mieux disposés. Donc, savoir reconnaître qui on est, c'est un point de départ important pour entreprendre une voie spirituelle. Il arrive que certaines personnes qui ont commencé leur vie dans le désordre, peut-être faute d'être bien guidées, prennent un jour conscience de cette vie passée et se proposent de suivre une ascèse
qui devient excessive, un peu comme s'ils se punissaient de leur désordre passé. C'est une voie dangereuse parce que ça ne peut pas durer longtemps. François d'Assise est un exemple de conversion. Et il y avait effectivement mené la vie facile, bon, tel qu'on peut en parler aussi pour le Bouddha Sakyamuni. Sa vie était naturellement facile et naturellement fastueuse, et ça naturellement peut-être superficielle. Il a réalisé un jour, mais ce n'est pas en rejetant que les choses ont progressé, c'est simplement parce qu'il a découvert une réalité supérieure, et c'est cette réalité supérieure qui a rendu le reste négligeable. On ne peut pas combattre les désirs, parce que les désirs, c'est le ressort de la vie, c'est ce qui pousse à la vie telle que nous la connaissons. Ils sont puissants, et plus on les réprime, plus ils sont puissants. Donc, l'équilibre entre ce qu'on ressent de son humanité, j'allais dire animalité, dans sa part animale, dans ses chakras inférieurs, on va dire, on les a situés comme ça, l'admettre permet de passer à un état supérieur, et ainsi de suite. On connaît des exemples de guides spirituels qui ont choqué le monde en donnant l'exemple de culte de l'ego ou de dérive vers l'argent ou vers le sexe, alors qu'ils diffusaient très largement un très beau message. Et ça, c'est un questionnement qui est légitime, parce que l'exemplarité, c'est un sujet qui est toujours assez difficile, mais ça peut montrer à quel point on se met en danger quand on prend une position déséquilibrée. Alors, le point de départ, c'est qui suis-je moi? Me connaître avant de me lancer. Et après, on va aller à la rencontre des autres. Et on observe, quand on observe les petits-enfants, que aller vers les autres, ça se fait par étapes progressives et de plus en plus larges, autour d'un centre qui s'est constitué au tout début, c'est le sens du moi, du soi, peut-être, qui se structure grâce à la présence de la mère. Et plus un bébé a été structuré par sa mère, plus il a été mis en sécurité, plus il a été tourné vers lui, mieux il pourra ensuite se tourner vers les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, parce que dans notre mode de vie, ce temps de structuration de l'individu est sacrifié par des contraintes extérieures. Ensuite, plus tard, on va entrer dans la société, habituellement par une profession. Et cette profession, il faut la choisir là aussi, en fonction de ce qu'on est et en fonction de ce qu'on est capable de donner, et non pas en se projetant sur un idéal. Moi, je veux faire ci parce que c'est prestigieux, parce que ça gagne de l'argent, etc. Donc, l'argent est une nécessité, surtout si on est chargé d'une famille. Ça ne sera pas une priorité, mais il ne faut pas non plus le négliger. Encore un autre danger, certaines personnes tout d'un coup se libèrent de la contrainte des biens matériels, mais s'ils ont derrière eux des enfants, ils ont une responsabilité qu'ils doivent être capables de continuer d'assumer. Donc, garder l'équilibre entre ces deux nécessités. On peut vouloir donner aux autres beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'ai vu dans les professions de santé, l'altruisme peut être un piège dans lequel on tombe aussi, parce qu'on peut donner, puis donner encore, et puis donner encore plus. Et puis, un beau jour, on n'a plus rien à donner. Voilà. On est ce qu'on appelle en burn-out à l'heure actuelle. Et on en voit beaucoup, je trouve, aujourd'hui, de ces gens qui n'ont pas su mesurer qu'arrivé à un certain moment, ils n'avaient plus cette possibilité de donner parce qu'ils s'étaient complètement perdus en route, en quelque sorte. Dans les avions, et Kiran, je sais que tu arrives de voyager, on nous précise toujours, en cas de dépressurisation, les masques tombent et vous mettez votre masque, vous, avant d'aider les autres. Oui. Ce qui veut dire que si
je commence par aider l'autre, je risque moi de faire un malaise et je n'aide plus personne. C'est une image simple, mais qui montre bien que se perdre dans le service aux autres, dans un altruisme mal mesuré, c'est aussi un déséquilibre. Burn-out, c'est dur, il faut des mois pour se relever d'un état d'épuisement physique et psychique. Alors, ça nous conduit évidemment à nous dire que notre corps, il nous est remis, il nous est confié, et nous avons le devoir d'en prendre soin, même sans être médecin, on en est conscient, parce que c'est l'outil qui nous permet de servir le monde. Et il ne doit pas être un obstacle dans la progression spirituelle, il ne doit pas devenir source d'adoration, c'est évident. Nous devons respecter l'équilibre, j'ai parlé tout à l'heure des chakras, c'est une symbolique qui est très intéressante. Je dois prendre soin de ma santé pour remplir ma mission dans cette vie. Et la santé, ce n'est pas, comme le dit la médecine occidentale encore trop souvent, l'absence de maladie. Et oui, la médecine occidentale apprend, la médecine enseigne la médecine des maladies et non pas celle de la santé. Alors, la santé, c'est l'Ayurveda qui nous dit ce que c'est. Cet état d'équilibre entre ce que nous sommes en tant que chair, en tant que mental, en tant qu'être spirituel. Et s'il y a une harmonie entre ces différents niveaux, alors ça nous procure du bien-être, alors on est en état de santé. Et l'Ayurveda nous donne des conseils qui manquent un peu trop dans notre vie occidentale pour nous dire que chacun de nous a son chemin propre de santé, que sa constitution, son âge, la saison, son activité sont à prendre en considération dans les consignes de bonne santé. Et qu'il ne faut pas chercher chez le voisin des clés qui ne nous correspondent pas. À l'heure actuelle, on entend beaucoup de diffusion de conseils alimentaires, tous différents, tous plus ou moins exotiques, avec beaucoup d'extrêmes. Et là encore, qui dit extrême dit perte totale de l'équilibre. Et on nous dit qu'il faut bouger pour être en bonne santé. Alors les gens bougent, mais ils quittent un bureau où ils sont assis plusieurs heures par jour pour aller faire des exercices très violents. Même la course, ça peut être très violent quand on n'est pas habitué. Et il y a encore là des extrêmes qui s'affrontent, qui se confrontent et qui ne sont pas dans l'équilibre. Alors, rien n'est à rejeter, rien n'est à accepter sans évaluation. L'équilibre, c'est de peser à chaque instant le pour et le contre de tout ce que nous faisons dans notre existence humaine. On vit dans un monde qui cultive l'insatisfaction et dans tous les domaines, parce que l'insatisfaction, c'est quand même le moteur du consumérisme, du matérialisme. Il faut être insatisfait pour pouvoir chercher autre chose pour combler ce manque de l'insatisfaction. Mais face à cette insatisfaction du matérialisme, les religions mettent en exergue parfois un peu trop fort ces notions de faute et de péché qui va pousser à prendre la position extrême opposée avec le rejet de tout ce qui est monde matériel. Ça n'a pas de sens. On l'a dit au début. Eh bien, je finirai en disant que ce monde nous est donné par Dieu pour qu'on en fasse usage et un usage en équilibre. Et je vous remercie de m'avoir accordé ces instants d'écoute. Magnifique, Dominique. Les paroles venant de la part de médecins, c'est toujours très intéressant, très précis. La science et la spiritualité qui se rejoignent quelque part et ça me fait toujours plaisir. Oui, la question d'équilibre, c'est une question fondamentale et la recherche du yoga
c'est cette sorte d'équilibre, que ce soit par les postures de yoga, que ce soit par un travail de méditation, que ce soit simplement un travail sur soi, par la conscience, avec l'exemple des grandes personnalités dans le domaine de yoga ou dans le domaine de la spiritualité, mais aussi dans le domaine tout court, comme pendant les voyages en Inde, on a vu que les femmes indiennes qui portaient plusieurs couches d'eau sur leur tête, et quel équilibre de ces peaux, quelle colonne vertébrale bien droite, et grâce à ça aussi quelle bonne respiration, l'équilibre de narine gauche et de narine droite et toutes sortes d'équilibres euh, qui sont là, et je suis vraiment content de t'entendre, de t'écouter. D'ailleurs, on était en train de, comment dirais-je, boire tes paroles, pour te dire la vérité. Et ça sera passionnant, et je t'ai déjà écouté parler des enfants, des bébés, comment ils sont nés, et surtout des fois quand ils ne respirent plus, quel miracle tu dois faire. euh, et tout ça, c'est passionnant de cet équilibre. Je suis content de notre rencontre et surtout content de partager, et aussi avec tout remerciement à Catherine, parce que comme on dit en anglais, behind every successful man, there is a woman. Derrière chaque homme qui a eu du succès, il y a une femme. Et grâce à Catherine, tous les deux, vous avez fait un chemin magnifique dans le yoga, dans le chemin intérieur. Et je suis très content. Et comme tu dis qu'un exemple, et ça c'est vrai, que c'est par l'exemple qu'un enseignant pourrait enseigner. C'est par l'exemple aussi un médecin pourrait soigner les autres. Je te remercie infiniment et j'espère à bien bientôt en présentiel pour faire d'autres choses ensemble. Namaste. Ça sera toujours avec plaisir, Kiran. Namaste et au revoir. Namasté et merci. Merci.